Alors Benoît, après nous avoir montré que l'on retrouve tous les fossiles dans l'ordre prédit par la théorie de l'évolution, peux-tu nous donner des exemples nous montrant le passage d'un type d'organisme à un autre type d'organisme, d'une espèce à une autre espèce, hein? Parce que c'est vrai que je trouve ça toujours aussi incroyable, disons, de ce passage des poissons aux amphibiens, des dinosaures aux oiseaux, hein. Est-ce que tu pourrais alors justement nous en dire davantage? C'est vrai que comme toi Marco, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'existence de ces espèces de transition entre grands types d'organismes. Et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de présenter des exemples de passages, comme tu l'as dit, par exemple de poissons aux amphibiens, des reptiles aux mammifères, etc. Donc souviens-toi un petit peu la méthode scientifique qu'on a mis en place. On a parlé un peu d'un schéma, hypothèse, prédiction, test et résultat. Donc les hypothèses qu'on peut faire concernant donc les fossiles de transition, c'est d'abord les organismes modernes dérivent d'ancêtres par une série d'espèces de transition. Donc la prédiction qu'on va faire, c'est qu'on devrait pouvoir trouver des formes transitoires entre les différents types d'organismes dans les fossiles et on devrait les trouver dans l'ordre chronologique qui permet de visualiser cette évolution d'un type d'organisme en un autre. Donc on va faire un test. On va, j'allais dire, creuser le sol, enfin pas toi et moi évidemment, il y a des gens qui font ça pour nous heureusement, mais observer les fossiles, les dater, les uns par rapport aux autres et aussi de façon absolue, et puis les classer. Et alors là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On va tout de suite dire le résultat, c'est qu'effectivement on a retrouvé ces formes transitoires, elles existent et elles sont toujours dans le bon ordre. Et donc finalement ça conforte vraiment l'idée que toutes les espèces partagent un ancêtre commun et qu'elles dérivent les unes des autres. Bon, alors ces fossiles de transition, est-ce que tu peux nous dire si on les trouve toujours au bon endroit, au bon moment? Oui Marco, donc c'est un peu l'image du puzzle, souviens-toi qu'on a utilisé la dernière fois. C'est cette idée un peu extraordinaire qu'à chaque fois qu'on retrouve un fossile, il va toujours s'insérer dans ce puzzle pour nous donner cette image générale. C'est ce que dit un biologiste, je crois que je l'ai déjà cité dans la vidéo précédente, donc il s'appelle Jean Ambert, c'est un agrégé de biologie. Et donc voilà ce qu'il dit dans son livre, c'est un chrétien. Au cours des recherches, des trouvailles sensationnelles ont fait apparaître d'importants fossiles nouveaux. Ils sont toujours venus se placer à l'endroit convenable de cette ébauche d'arbres généalogiques du monde vivant et à l'époque prévue. Jamais on n'a trouvé de mammifères à l'ère primaire, jamais de mouches et d'abeilles au début de l'ère secondaire. Donc tu vois, c'est exactement ce qu'il dit, toujours au bon endroit, au bon moment. Ça confirme la théorie de l'évolution. Alors Benoît, maintenant, est-ce que lorsque justement on retrouve ce genre de fossiles, eh bien ces fossiles nous donnent directement accès aux fossiles, enfin à l'espèce, à leurs ancêtres, pardon? Alors on aimerait bien retrouver l'ancêtre direct des espèces. Malheureusement, parce qu'on a vu ensemble que finalement on ne dispose que d'un petit pourcentage d'espèces, même si on a 250 000 espèces qu'on a retrouvées sous forme de fossiles, ça n'est qu'un tout petit pourcentage. On ne peut pas dire, affirmer qu'on a accès aux ancêtres directs, mais plutôt à des cousins. Mais ces cousins, comme ils sont de la même famille que les ancêtres, partagent les caractéristiques de la famille et donc nous permettent quand même d'affirmer qu'il y a des espèces de transition parce qu'ils présentent des caractéristiques justement intermédiaires entre un type d'espèce et un autre type d'organisme. Est-ce que tu pourrais justement nous donner des exemples pour étayer ce phénomène? Oui, alors tout à l'heure tu as mentionné la transition des poissons aux amphibiens, donc j'allais dire les grenouilles ou voilà, ce type d'organisme. Tu as raison. On a aussi des transitions, tu l'as dit aussi, des dinosaures aux oiseaux, des reptiles aux mammifères, parce que les mammifères descendent des reptiles, des mammifères terrestres aux mammifères marins, alors ça c'est une histoire formidable, et puis évidemment, peut-être ce qui nous touche de plus près, la lignée des hominidés qui aboutit à l'homme moderne. Aujourd'hui, on dispose de tellement de fossiles, c'est vraiment un buisson d'hominidés, mais c'est comme ça que l'évolution fonctionne et on a aussi vraiment tous ces intermédiaires entre donc ces hominidés et l'homme. Alors Benoît, tu nous as dit en fait que la vie était née dans les océans. Tu nous dis que les poissons en fait ont donné les espèces des amphibiens. Alors est-ce que tu aurais des exemples à nous donner justement pour prouver cela? Oui, alors on a retrouvé des organismes qui ont des caractéristiques
intermédiaire entre des poissons avec des nageoires et des amphibiens, donc petit à petit avec des pattes, donc des organismes qui ont des nageoires qui ressemblent de plus en plus à des pattes. Et donc il y a l'histoire assez extraordinaire parce que c'est relativement récent. En 2004, justement, les scientifiques ont mis à jour une espèce qui s'appelle Tiktaalik et ils sont précisément allés la chercher dans des couches sédimentaires qu'ils savaient dater de la période à laquelle justement on cherchait ces intermédiaires-là entre deux espèces connues, Panderictus et Acanthostega, bon je te passe les détails, mais c'est exactement là qu'ils l'ont trouvé, au bon endroit, au bon moment, ça datait d'il y a 375 millions d'années, donc tu vois c'est vraiment assez extraordinaire aujourd'hui ce qui se passe, les paléontologues savent où chercher, savent ce qu'ils cherchent et c'est pour ça que durant ces dernières décennies on a fait vraiment des découvertes assez impressionnantes. Et concernant les oiseaux? Alors, concernant les oiseaux, c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure. Les oiseaux descendent des dinosaures. Il y avait des dinosaures à plumes qui, petit à petit, ont développé des ailes. Alors, ils sautaient peut-être d'arbre en arbre, et puis petit à petit, voilà, ils ont parcouru des distances de plus en plus grandes. Et même si on n'a peut-être pas l'ancêtre des oiseaux, on a les cousins des ancêtres avec des dinosaures qui présentent clairement des caractéristiques de vol avec des plumes. Je présume que pour les mammifères, tu vas nous donner un exemple aussi. Voilà, ouais. C'est Denis Lamoureux, tu sais, on a souvent cité Denis Lamoureux, qui est ce biologiste chrétien qui était aussi dentiste et théologien. Il a rien que 3 thèses, tu vois. Donc il est bien placé pour nous parler de l'évolution des dentitions. Et effectivement, on a retrouvé des fossiles intermédiaires où on voit clairement l'évolution de la dentition qui est d'abord une dentition de reptile, puis ça ressemble de plus en plus à des dentitions de mammifères et ça prouve vraiment cette évolution des reptiles aux premiers mammifères. Pareil pour l'évolution des os, de la mâchoire des reptiles qui va se transformer progressivement en os de la mâchoire qu'on retrouve dans l'oreille interne des mammifères et chez toi et moi. Donc c'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Alors, j'ai tout de même entendu parler justement de la baleine, hein, la baleine qui, elle, contrairement à ce que effectivement on pourrait croire de façon populaire, c'est que l'évolution, donc c'est les espèces qui sortent de l'eau en fait et qui vont sur la terre. Là, la baleine, j'ai entendu dire que, eh bien, elle avait des ancêtres qui nous permettaient de croire justement, d'affirmer que elle est de la terre repartie à l'océan. Exactement. C'est très très impressionnant ça aussi. Donc la baleine, on sait que ça fait partie des cétacés, c'est un mammifère marin. Et effectivement, on a aujourd'hui, on pourrait dire la preuve que tous ces cétacés modernes descendent d'un ancêtre commun qui était un mammifère terrestre à 4 pattes. Donc la prédiction qu'on peut faire, c'est si c'est vrai, il doit exister des espèces de transition entre les mammifères terrestres qui ont donné naissance aux baleines et les baleines actuelles. Donc on peut tester cette prédiction, chercher ces fossiles de transition et figure-toi que c'est un petit peu comme l'exemple qu'on a donné, on a retrouvé des formes de transition. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'ancêtre direct, probablement des cousins, mais on les retrouve dans le bon ordre avec des caractéristiques intermédiaires impressionnantes. Alors on peut les passer rapidement, mais Pachycetus, donc, qui était un mammifère terrestre, mais on sait qu'il avait une vie semi-aquatique, un peu peut-être comme l'hippopotame, si tu veux donner un exemple, mais qui vivait il y a très longtemps. On a vu ça grâce à l'analyse isotopique de l'oxygène de ses dents. Ambulocetus, donc, qui était un être semi-aquatique. Non, pardon, Ambulocetus, excuse-moi, il avait une vie, lui, totalement aquatique, mais il pouvait encore quand même se déplacer sur le sol avec des pattes qui ressemblent à des pagaies. Hein, donc, et puis, on a retrouvé ensuite Rhodocetus, donc, dont les hanches sont détachées de la colonne vertébrale, ça veut dire que c'est un être qui ne court plus, donc qui a une vie de plus en plus aquatique. Et puis on voit que petit à petit, chez les fossiles, on voit que les narines reculent aussi le long du crâne, puisque tu sais qu'aujourd'hui, la narine de la baleine, elle est placée sur le dessus, et on retrouve l'évolution de cette caractéristique progressivement. Mais chez ces espèces intermédiaires, il y a encore des pattes qui ressemblent à des pattes d'artiodactyle, donc cet ancêtre qui avait des pattes qui sont un peu celles d'une antilope. Donc tu vois, il y a des caractéristiques intermédiaires, encore plus proches des baleines bacillosaurides, et dont les narines sont encore plus reculées sur le haut du crâne, et qui lui, alors, a des chevilles
qui ressemble encore à celle d'Artiodactyle, mais qui a des pattes postérieures qui ont entièrement disparu. Et puis alors le plus étonnant, moi ce que je trouve le plus convaincant, c'est ces vestiges d'organes, c'est-à-dire que chez les baleines actuelles, on retrouve des vestiges de pattes arrière, c'est-à-dire des petits restes. Alors il y a carrément tous les os d'une patte arrière, souvent en réduction, un fémur, tibia, des fibules. Parfois sur certaines baleines, c'est des doigts complets. Et chez même certaines baleines qu'on a pêché, ça sortait de la baleine littéralement. Tu vois, tu t'imagines, tu pêches une baleine avec une patte arrière, c'est un truc complètement incroyable. Et donc, qui prouve bien que les baleines actuelles descendent des mammifères terrestres. Et chez les hommes, justement, tu m'intéresses avec ces fossiles, enfin ces vestiges de fossiles. Non, comment ? D'organes, ces vestiges d'organes. Ces vestiges d'organes, pardon. Mais, chez les hommes, est-ce qu'on a justement ce genre de phénomène ? Est-ce qu'on a retrouvé des ossements qui nous permettent de… Écoute, je crois que tu me donnes l'envie de faire une vidéo rien que là-dessus. Donc on fera peut-être une vidéo sur les vestiges d'organes. Alors je vais déjà te donner un petit indice. Notre coccyx, tu vois, ces vertèbres qui sont rapprochées, c'est le vestige en fait d'une queue d'un primate qui était notre ancêtre éloigné. Et chez certains enfants, ça peut paraître étonnant, on retrouve, il y a certains enfants qui naissent avec une queue, une petite queue à l'arrière. C'était un peu traumatisant. Heureusement, aujourd'hui, les chirurgiens savent opérer ça et retirer. Mais on va faire une vidéo là sur les vestiges d'organes. Tu vas voir que c'est vraiment très très fort. En tout cas, pourquoi aujourd'hui on ne retrouve pas davantage d'espèces de transition ? Bon, déjà, avec tout ce qu'on a donné, c'est déjà assez convaincant. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est déjà assez convaincant. Mais c'est vrai que pour certains, ça ne suffit pas encore. Et on peut se poser cette question. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en retrouve pas assez ? Je vais encore te citer un biologiste que j'ai déjà cité, je crois, la dernière fois, qui s'appelle Darrell Folk, qui est un biologiste chrétien et qui répond à cette question dans ce livre. Alors voilà ce qu'il dit. Durant les 2 dernières décennies, on a retrouvé un nombre considérable d'espèces de transition. Beaucoup a été dit, surtout par les non-biologistes, à propos de la relative rareté de ces formes de transition. Je maintiendrai néanmoins que l'on dispose d'assez de fossiles de transition pour montrer la possibilité d'une création graduelle de toutes les formes de vie. Donc il dit on en a assez en fait pour prouver la macroévolution, l'évolution d'une espèce en une autre. Alors voilà ce qu'il dit, cela prend un certain temps avant que les découvertes publiées dans la littérature scientifique descendent au niveau du grand public. Donc peut-être que tu as découvert certaines choses avec ce qu'on a dit là, parce que c'est vrai que c'est relativement récent. Ceci étant dit, pourquoi ne trouve-t-on pas davantage de formes de transition ? La réponse est directe. La rareté de la fossilisation. Nous disposons aujourd'hui des fossiles de 250 000 espèces, alors qu'on estime le nombre d'espèces vivantes aujourd'hui à 10 millions, ce qui ne représente probablement qu'1% des espèces ayant existé sur la Terre. Donc il y a plein d'espèces dont on n'aura jamais les fossiles. Mais tu vois, on a quand même les pièces du puzzle. Là, avec les informations que tu viens de nous communiquer, je pense que, en tout cas, moi, je suis convaincu de ce que tu nous apportes et que l'évolution donc est tout à fait possible. Pour tous ceux, en tout cas, qui pensent aujourd'hui encore que l'évolution est impossible, avec les données des connaissances actuelles, étant donné les connaissances actuelles, il leur faudra répondre, je pense quand même, à 3 questions, en tout cas que là j'ai notées. La première question, l'apparition de nouvelles espèces dans le registre fossile est-elle due à des actes de création séparés de Dieu à partir de rien ? Dieu aurait-il permis l'évolution de certaines espèces jusqu'à un certain point simplement pour les supprimer et les remplacer par une nouvelle espèce très similaire dans une même région géographique, mais avec des caractéristiques nouvelles ? Et enfin, le registre fossile complet a-t-il été placé par Dieu dans le sol simplement pour produire une illusion constante d'histoire naturelle ? Je crois que tu as très bien posé le problème, Marco. Aujourd'hui, si on veut nier l'évolution, on est obligé de croire au fait que Dieu aurait créé les différentes espèces au bon endroit, au bon moment, en quelque sorte simulant l'évolution. Et ça, si on croit en un Dieu qui est fidèle, qui nous dit la vérité, c'est presque croire en un Dieu qui voudrait nous faire croire dans une histoire qui n'a pas eu lieu et donc qui nous tromperait. Et ça, si tu veux, en tant que chrétien, eh bien, on ne va pas l'accepter, on ne va pas le croire. Et donc le plus naturel, c'est de croire que effectivement, Dieu a créé les espèces, mais que l'évolution est la méthode qu'il a choisie pour le faire. Voilà. Merci Benoît.